ravie de vous retrouver. Nous nous intéressons ce soir au Covid long. Vous avez certainement dans votre entourage cette personne qui n'a pas guéri complètement et après une infection à la Covid-19. Les chiffres sont mitigés, mais nous parlons d'une moyenne de 15% des malades chez qui certains symptômes vont persister. Fatigue extrême, essoufflement, perte d'odorat, douleurs thoraciques, troubles cognitifs, troubles du sommeil ou encore dépression. La liste des symptômes résiduels est aussi longue qu'handicapante. Le Covid long est reconnu comme une maladie à part entière et pourtant il s'agit bien d'une épidémie silencieuse qui plonge ses victimes dans l'isolement. Les malades souffrent d'errance médicale et disent être mal compris. Alors, on va essayer dans cette émission d'expliquer qu'est-ce qu'un Covid long, est-ce qu'on en guérit finalement, puisqu'on dit qu'on ne revient jamais au niveau zéro des symptômes. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à repérer nos malades et à les aider? Voilà en gros le propos que je vous propose ce soir et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir professeur Bouchaïb Hayat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infectiologue, chef de service au CHU de Tizi Ouzou. J'ai également l'énorme plaisir de recevoir professeur Hakim Jaballah, bonsoir. Bonsoir. Merci de participer à cette émission. Je rappelle que vous êtes virologue, chercheur à l'université de Columbia aux USA. Vous êtes également ancien DG de l'Institut Pasteur de Séoul en Corée du Sud. C'est vraiment un grand plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous ce soir. J'ai également le grand plaisir de recevoir dans cette émission professeur Nedjari Mohamed. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes chef de service psychiatrie à l'hôpital Drit Hossein à Alger. Bienvenue à vous trois pour parler de cette thématique qui, à mon avis, n'est pas suffisamment abordée en Algérie, mais dans le monde d'une manière plus générale. En tout cas, ailleurs, là où on en parle, c'est grâce justement aux associations des malades qui se sont organisées. Alors, professeur Jaballah, depuis l'avènement ou l'arrivée d'Omicron, on a tendance à banaliser la Covid, parce qu'on voit peut-être des formes qui sont moins graves que celles qu'on a vues avec le Delta. Est-ce qu'on a tort de dire que le Covid ne présente pas plus de risques qu'une simple grippe? Est-ce que ceci contribue à une fausse perception de cette infection? Oui, je pense que le contexte, ça dépend des pays, ça dépend de la prise en charge dans ces pays et l'interprétation des deux maladies. Donc au début de la pandémie, ils ont essayé de jumeler les deux, de dire que la Covid, ça va passer comme la grippe. Ce n'est pas le cas. Parce que la différence fondamentale qu'on vit aujourd'hui, c'est telle que le SARS-CoV-2 a trouvé un nouveau réservoir et un nouveau vecteur, et c'est l'être humain. Donc on est endémique, le virus va rester ici, et de temps en temps, on va voir des petits feux un peu partout. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on reste un tout petit peu vigilant, et beaucoup plus, je pense que de ne pas jumeler, d'associer les deux. Et donc le virus de la grippe qu'on connaît très bien, c'est un virus saisonal. Le virus du SARS-CoV-2, c'est un virus qui aime la densité humaine. Donc ces deux, il se présente avec deux différentes manifestations pour la réplication virale. Oui. Et donc, pour le virus du SARS-CoV-2, à chaque fois qu'il y a un petit feu, c'est une conséquence soit qu'il y a eu des fêtes, que les gens se sont regroupés, qu'il y a eu un événement où il y a eu plus de 2000 ou 3000 ou 4000 personnes. Donc on voit ça. Mais en réalité, du coup qu'on est endémique, je pense que beaucoup de gens deviennent des porteurs sains. D'ailleurs, vous dites, pour revenir un peu sur cette manifestation de la Covid, vous dites qu'aujourd'hui le monde devrait garder un œil sur l'Inde, peut-être pas la Chine, de là où a démarré le virus, mais l'Inde pourrait représenter justement une menace. Oui, l'Inde pour moi reste un pays d'une manière ou une autre qui n'est pas discipliné avec plus d'1 milliard de personnes. Et je pense que l'Inde va peut-être nous donner une nouvelle souche similaire dans la souche Delta à cause de cette densité humaine. Par contre, la Chine est tellement disciplinée
Et maintenant, ils ont bien appris leur leçon. Ils ont l'expérience. Exactement. Ouais. Oui. Alors, j'ai posé cette question un peu, professeur Djoudjari, parce que peut-être qu'on pourrait se dire que si on avait compris les risques qui peuvent être la conséquence justement de la Covid-19, peut-être qu'on aurait pu mieux cerner nos malades et repérer justement ceux qui ont fait ce qu'on appelle aujourd'hui un Covid long ou un Covid chronique. Oui, on aurait peut-être mis un système de surveillance, des consultations régulières, et vérifier certains paramètres biologiques de manière régulière, peut-être même radiologique, et à ce moment-là, on va, si vous voulez, satelliser un peu ces patients-là et pouvoir les surveiller. Mais bon, je ne sais pas, en tout cas chez nous, ça ne se fait pas. Je ne sais pas dans d'autres pays si cela peut se faire, c'est un peu lourd, et ça peut coûter aussi de l'argent. Il faut savoir que ce Covid long, on en a parlé dès le départ. Dès qu'il y a eu l'épidémie, les spécialistes ont alerté sur le fait que cette maladie disparaîtra dans sa manifestation infectieuse, mais persistera dans des expressions cliniques qui sont plutôt des complications ou voilà ce qu'on appelle maintenant le Covid long. En tout cas, sur le plan psychiatrique, il y a un bon nombre de tableaux cliniques qui sont facilement rattachables à cette maladie. Situation. Absolument. Alors selon l'OMS, c'est une maladie, ce qu'on appelle une maladie multisystémique, qui touche plusieurs organes. Il ne s'agit pas d'une maladie rare, ce sont des millions. Je disais tout à l'heure 15%, on parle à peu près de 10 à 20% de personnes qui ont fait un Covid, qui pourraient développer justement un long Covid. Dans le monde, les malades se sont organisés en association pour se faire entendre, justement, parce que, comme je disais en préambule, très souvent ils se sentent isolés, ils se sentent mal compris, ils souffrent de cette errance diagnostique. Quelle est aujourd'hui la situation des malades d'Algériens, professeur Boucheï ? Alors, j'aimerais revenir un peu sur le cheminement qui a abouti à ce nom de Covid, à cette appellation de Covid long. C'est vrai qu'au départ, notre priorité, c'était la prise en charge de l'infection Covid-19. Aiguë. Voilà. Puis, peu à peu, on voyait arriver à nos consultations de suivi des patients qui présentaient des symptômes anormalement prolongés, non spécifiques et souvent invalidants. Et les médecins, à l'époque, déjà, étaient complètement désarmés devant des symptômes qui étaient, au final, totalement subjectifs. Il n'y avait pas de lésions organiques identifiables et c'était très déstabilisant pour le médecin. Et pour les patients également. Parce qu'ils étaient en souffrance alors qu'ils n'étaient pas compris, ils n'étaient pas écoutés. Et tantôt on leur parlait de convalescence longue, tantôt on leur parlait de séquelles, tantôt on leur parlait encore de troubles psychosomatiques. C'était un peu compliqué. Et donc des patients un peu partout dans certains pays se sont organisés effectivement et pour faire entendre leur voix et pour dire qu'on existe et on souffre. Voilà. Et bon, il y a eu après des études qui ont été publiées et qui ont évoqué justement, absolument et qui ont évoqué cette notion de séquelles persistantes qui est le désormais Covid long. Et à ce propos, ça ne date pas d'hier. Les états post-infectieux sont des états l'état post-Covid ne nous a pas beaucoup surpris puisque ça existe. C'est connu pour plus de 20 maladies infectieuses, connues depuis plus d'un siècle. La rougeole, par exemple, avec cette encéphalite qui survient des années plus tard, la poliomyélite, la maladie de Lyme, etc. Donc, est venue après la définition que vous venez de dire, la définition actuellement universelle, qui a été reconnue par l'OMS, et c'est un grand progrès pour les praticiens et aussi pour les patients. Et donc, oui, en Algérie, c'est la même chose. Les malades étaient en souffrance et sont encore certains encore sont en souffrance. Et est-ce qu'on a, j'ai envie de dire, la question peut-être c'est, est-ce qu'aujourd'hui on arrive à les reconnaître plus facilement ? Très difficilement, ça reste encore très difficile. Et je vous dis pourquoi c'est très difficile. Parce que ces symptômes-là, soit quand ils sont présents lors de la phase aiguë et qu'ils persistent ou qu'ils s'aggravent, c'est un peu plus simple. Seulement, ils peuvent donc être présents
disparaître pendant longtemps et revenir. Ça devient c'est-à-dire guérir compliqué. et ensuite Absolument. rechuter. Absolument. Ou alors, et c'est le cas le plus compliqué, et c'est pas rare, c'est que ce soit des symptômes qui étaient absents, qui n'existaient pas à la phase aiguë du tout, et qui apparaissent des semaines, des mois après. Donc de nouveaux symptômes, et on a du mal à faire le lien entre la Covid, l'infection aiguë, et les symptômes, les nouveaux symptômes. Oui. Professeur Ndjari, selon vous, c'est dû à quoi l'errance diagnostique justement dans le Covid long? Est-ce que c'est parce que les malades ne consultent pas et ils ne comprennent pas? Alors peut-être que très peu de gens, on va voir tout à l'heure les symptômes, mais très peu de gens consulteront pour une fatigue. Ou peut-être ce que vient d'expliquer un peu professeur Bouchaïb, parce qu'il pense avoir guéri du Covid. Selon vous, c'est quoi le problème? Pourquoi les gens souffrent justement de cette errance? Parce qu'ils ne savent pas d'abord, ils ne savent pas aussi, ma consoeur vient de le dire, les symptômes sont des symptômes assez indifférenciés, donc ils ne font pas rapidement le lien avec le Covid. Et surtout quand tous les examens qu'on fait reviennent normaux, voilà, donc on fait rarement le lien direct avec le Covid. Je pense que c'est aux professionnels c'est pas la faute aux malades, c'est aux professionnels. Oui, mais encore faut-il consulter, professeur Ndjari, oui, c'est ça. Vous savez, les êtres humains consultent quand il y a souffrance. Voilà. Donc, tant que le symptôme est là, mais il n'est pas en train d'handicaper sa vie quotidienne, peut-être qu'il peut vivre avec, mais s'il arrive à un niveau, ça devient très handicapant, il va consulter. Vous avez parlé de fatigue. On peut supporter un certain niveau de fatigue, mais quand ça va au-delà de nos capacités, on va voir le médecin à ce moment-là, dans un interrogatoire assez poussé de la part du médecin. Il va peut-être faire le lien avec cette problématique Covid. Je pense que ça s'installe. Hein. On commence à poser la question, avez-vous fait un Covid? Est-ce que quelqu'un dans votre famille a fait un Covid? Si vous avez fait un Covid, est-ce que vous avez été hospitalisé pour ce Covid? Ce genre de questions commence petit à petit à apparaître dans les entretiens, dans les examens qu'on fait aux malades. Oui. En tout cas, en psychiatrie, ça se fait. Oui. Alors, professeur Djabala, on est en pleine saison hivernale. Hein. L'année dernière, on avait vu beaucoup de Covid. Il est important de rappeler aujourd'hui que des infections à répétition par la Covid augmentent le risque d'un Covid long, n'est-ce pas? C'est-à-dire si une personne a déjà fait plusieurs Covid, cela serait une cause pour faire un Covid long? Oui, tout à fait, parce qu'il faut comprendre, pour beaucoup de virus, on peut mesurer la charge virale. Donc, on peut mesurer avec un emploi du temps de l'infection à une charge maximale et la réduction de la charge à peu près comme le virus de la grippe. Mais ce virus, malheureusement, a identifié quelques organes dans notre corps comme des organes immunoprivilégiés. Donc, il n'est pas vraiment sorti du corps. Et du coup, la personne, quand nous on dit qu'elle a guéri, pour moi, la personne peut-être a guéri, mais la personne devient le nouveau réservoir pour ce virus. Donc, on n'a pas vraiment éliminé le virus. De l'autre côté, les vaccins n'ont pas aidé parce qu'ils n'ont pas stérilisé. Donc, il n'y a pas eu de stérilisation, il n'y a pas eu de protection immunitaire au niveau de la cavité nasale. Donc, ça, c'est un très grand problème. On a vacciné des milliards de personnes, mais aucun de ces patients, de ces gens qui ont reçu le vaccin, ont développé une immunité nasale avec la protection des IgA. Donc on confond toujours, lorsqu'on a un cycle du virus, le virus entre, le virus sort, la charge virale descend, et maintenant on est sain du virus. Pour le virus de la famille SARS, des coronavirus, ce n'est pas le cas. Il y a une persistance une fois qu'ils trouvent un organe immunoprivilégié. Donc lorsque les gens confondent, c'est la saison de la grippe, automatiquement c'est la saison. Non,
aux États-Unis, cette saison, c'est la mauvaise saison pour le Covid. Parce que... On avait parlé, par exemple, professeur Jaballah, on avait parlé quand même l'an dernier, notamment en Amérique du Nord, hein, d'une triple, justement, épidémie. On avait parlé de la circulation de 3 virus, hein, le SARS-CoV-2, on avait parlé aussi de grippe, et on avait parlé aussi du VRS, hein, rappelez-vous, en hiver, particulièrement. Oui, mais ça, l'apparition d'autres virus, c'est parce qu'on a causé une pause et on a causé une stérilité dans la population. On ne vaccinait plus et on ne traite plus. Pour revenir à votre point, durant cette période, par exemple aux États-Unis, à partir du 14 novembre, c'est la fête jusqu'au 1er janvier. Donc ça veut dire les gens vont aller chez eux, ça veut dire les aéroports vont être pleins de gens qui vont voyager. Donc c'est la chose que ce virus aime, c'est cette densité humaine. Et donc à chaque fois... les regroupements. Exactement. À chaque fois qu'on a ça, ça monte. Ça n'a rien à voir avec la saison et ça n'a rien à voir avec le virus de la grippe. D'accord. Alors on va voir un reportage justement, hein, on parle aujourd'hui de grands groupes de déficiences du Covid long, notamment à la fatigue ou encore les déficiences cardio-pulmonaires. Le reportage que nous allons voir revient justement sur cette dernière qui semble toucher beaucoup de monde. Le sujet est signé Yanis Etbelkacem, regardez. Près de 5 ans après l'apparition du Covid-19, de nombreuses personnes affectées par le virus ressentent toujours des symptômes parfois invalidants. Ce sont des signes qui surviennent lors de l'infection Covid et qui ne disparaissent pas, qui persistent pendant plusieurs semaines et qui peuvent aller jusqu'à plusieurs mois. Difficile à diagnostiquer, le Covid long se caractérise par des symptômes persistants et parfois de nouveaux troubles. Touchant environ 15% des patients et affectant tout le monde, certains profils sont plus à risque de développer cette condition prolongée. Il peut s'agir aussi de nouveaux symptômes. On ne les a pas vus lors de l'infection aiguë qui peuvent apparaître 4 semaines ou 5 semaines après et vont perdurer. Quelques catégories qui sont prédisposées à faire le Covid, c'est surtout les femmes adultes et c'est surtout les gens qui ont fait le Covid avec plusieurs symptômes à la fois et c'est aussi les gens qui ont déjà des comorbidités. Et parfois, on a constaté aussi que c'est beaucoup plus fréquent chez les obèses. Les patients sont suivis en pneumologie où des examens comme des scanners ou testeurs de souffle permettent de visualiser les dommages aux poumons. Il y a des patients qui ont gardé des séquelles à type de dyspnée. C'est une dyspnée qui est secondaire à une atteinte parenchymateuse essentiellement fibrosante, que ce sont des patients qui ont été suivis en pneumologie. Aujourd'hui, le traitement du Covid lent est avant tout symptomatique. Il combine soulagement ciblé de la douleur et de problèmes de souffle et un suivi spécialisé pour des symptômes plus complexes. Soit une prise en charge des symptômes, la douleur, on traite la douleur, les vomissements, on traite le vomissement, soit une prise en charge spécialisée. Donc on a suivi un certain nombre de patients, sur lesquels on pratique des examens complémentaires de façon régulière, essentiellement des scanners thoraciques, des explorations fonctionnelles respiratoires pour mesurer, pour d'abord visualiser le niveau de l'atteinte respiratoire sur le plan scanographique, et après l'évolution dans le temps, et on mesure le souffle, la capacité respiratoire par des mesures fonctionnelles, étiratives d'une façon régulière pour voir quel est le mode d'évolution et est-ce que c'est des patients qui nécessitent une intervention thérapeutique ou pas. Bien qu'aucun protocole standardisé n'existe, l'accompagnement reste essentiel pour améliorer la qualité de vie des patients qui souvent peinent à retrouver leur état de santé antérieur. Alors on a vu ce reportage justement qui revient un peu sur le Covid long, peut-être d'un point de vue déficience cardio-pulmonaire. Hein. Vous disiez, professeur Bouchaïb, vous vouliez relever quelque chose que vous avez vu dans le reportage. Ah oui, absolument. Alors, sur la définition peut-être du Covid long, puisqu'on ne l'a pas encore expliqué ce que c'est exactement. Absolument. Donc, la définition, c'est une définition aujourd'hui qui est universelle, qui est reconnue par l'OMS. Et c'est quoi finalement le Covid long? C'est des symptômes qui persistent pendant plus de 2 mois et qui surviennent en général
général, dans les 3 mois suivant un épisode aigu de l'infection à SARS-CoV-2, qu'elle soit confirmée ou suspectée seulement, à condition d'avoir éliminé un autre diagnostic, une pathologie autre que la Covid. C'est-à-dire s'il n'y a rien d'autre, en fait. Absolument. Il faudrait qu'une exploration assez complète qui élimine avec certitude un autre diagnostic. C'est la condition qu'il va falloir retenir. Je disais seulement que pour l'exploration, alors effectivement, quand les patients arrivent avec des symptômes divers, type essoufflement, douleur thoracique, asthénie, tachycardie, palpitation, on explore. Et dans la grande majorité des cas, on ne trouve rien du tout. Donc c'est un peu compliqué. Et c'est là où on peut parler de Covid long. Absolument. Mais dans d'autres situations, l'exploration retrouve des lésions organiques. Par exemple, un patient qui a fait une pneumonie, alors il va cicatriser, il peut cicatriser très lentement et guérir, comme il peut cicatriser très lentement avec des zones pulmonaires qui vont dysfonctionner, qui vont mener à l'essoufflement et qui va garder des lésions. Qui va garder absolument une insuffisance respiratoire, qui va le mener chez le pneumologue et finalement. Et là, on parle plus de Covid. Ah oui, c'est un malade qui a une complication. On a compris. Voilà. On a compris. Et qui, je précise seulement qu'il va nécessiter un traitement, exactement comme celui qui a une insuffisance cardiaque. Or, dans le Covid long, il n'y a aucun traitement curatif qu'on propose aux malades. C'est la différence qu'il faut faire avec entre les deux, absolument. Alors, les malades qu'on voit aujourd'hui, professeur Djabala, en consultation pour Covid long, est-ce que ce sont des malades qui ont fait un épisode de Covid récent ou est-ce qu'on peut voir quand même des personnes qui ont fait le Covid il y a plusieurs années? Aux États-Unis, donc, pour confirmer le Covid, c'est le test PCR. Donc, sans le test PCR, c'est difficile de dire. Et du coup, c'est un virus à base d'ARN. C'est-à-dire qu'on ne se base pas sur la symptomatologie si la personne n'a pas fait de test, par exemple. Si la personne n'a pas fait un test PCR, ne peut pas entrer à l'hôpital. D'accord. Donc c'était une condition qui a été faite au début et qui reste. Pour beaucoup de raisons, beaucoup plus pour des raisons économiques, opérationnelles au niveau de l'hôpital. C'est d'être sûr du jour où le patient entre à l'hôpital, si c'est Covid, c'est un suivi Covid. D'accord. Donc on va pas le mélanger avec les autres malades dans une salle avec les autres patients. D'accord. Ouais. Mais le problème, revenant à votre point, on a des tests qui peuvent déterminer la différence entre le Delta et la souche de Wuhan. Mais malheureusement, on ne fait pas ces tests tout le temps. On les fait dans des cas exceptionnels où les symptômes sont complètement différents. D'accord. Donc, en anglais, on dit off the chart. Et de temps en temps, il y a un patient qui se présente avec ça. Et 99%, c'est l'insuffisance pulmonaire. Oui, c'est un symptôme qui revient très souvent. Même question, professeur Ndjari. Alors aujourd'hui, les patients que vous voyez en psychiatrie, par exemple, et diagnostiqués d'un Covid long, est-ce que ce sont des personnes qui ont fait un Covid, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, en 2020 ou en 2021, ou plutôt un récent épisode? Alors il y a les deux. Il y a les deux. Et bon, c'est-à-dire dans les années précédentes, on posait la question, on trouvait des tableaux cliniques psychiatriques qu'on rattache aisément à la problématique Covid, d'autant plus que ce sont des gens qui n'avaient absolument rien avant. Aucun antécédent psychiatrique, c'est des gens qui avaient une vie tout à fait normale, saine sur le plan psychologique, et qui, après avoir fait un Covid, eh bien, dans les suites du Covid, commencent à montrer des manifestations psychiatriques et à leur tête les états dépressifs. La dépression, si vous voulez... Alors la question peut-être qu'on pourrait poser aussi dans le domaine de la psychiatrie particulièrement, est-ce que ces gens-là qui sont en souffrance psychiatrique justement, est-ce que c'est dû justement à leur état somatique, à leur état physique? Parce que on va voir tout à l'heure, en expliquant peut-être les symptômes, c'est des personnes qui vont se retrouver littéralement dans un corps qu'ils ne reconnaissent pas. Ils se disent, je me suis réveillé, j'arrivais plus à bouger par exemple, avec une fatigue énorme,
et qu'on sait qu'il ne va pas disparaître, hein, qui va rester des années. Est-ce que c'est cet état qui a amené à avoir une dépression ou non? Finalement, c'est le virus lui-même qui... Voilà. C'est les deux. Les deux éventualités sont justes. La première, celle où le fait d'avoir ces manifestations corporelles auxquelles on n'arrive pas à trouver de réponse, il y a forcément des répercussions parce que vous savez que les êtres humains, ils sont mordus de sens, ils veulent... À chaque fois, ils veulent que ce qui leur arrive, donner du sens à ce qui leur arrive. Donc, on n'a pas encore de réponse à cela. Effectivement, ils peuvent manifester à ce moment-là des signes dépressifs, d'incompréhension, comme ça. Ils n'aiment pas être dans le flou. C'est-à-dire, dans ce cas-là, c'est une conséquence à leur état physique. Ça peut être une conséquence. Mais il y a la deuxième éventualité, c'est-à-dire des états dépressifs dus au Covid. Vous savez, on a fait la corrélation, et c'est des études d'ailleurs chinoises. Quand je dis chinoises, ça veut dire, vous imaginez avec le nombre de personnes qui sont sur le fait que les gens qui ont fait un Covid, notamment ceux qui ont fait les phases inflammatoires étaient assez graves, ceux-là faisaient plus de dépression après. Parce que la dépression maintenant est une pathologie où il y a une participation inflammatoire importante. Donc, dans le processus même de la dépression, qui va venir gêner même la présence de toutes ces monoamines importantes pour ne pas être déprimé. Et donc, ce sont des gens qui font des dépressions. C'est-à-dire, il y a une corrélation entre le fait de faire un Covid grave, entre guillemets, donc il y a eu des manifestations, la fameuse tempête d'équinase qui a tué pas mal de personnes. Certains, quand ils échappent à cela, ils font des états dépressifs, plus que ceux qui, dans cette phase inflammatoire, a été moindre. Donc la dépression aussi est liée directement à l'inflammation due au Covid, due au virus. Il y a deux éventualités. D'accord. Alors, il y a autre chose, il n'y a pas que la dépression, il y a aussi des troubles anxieux, il y a les on va y revenir, on va en parler. Alors au tout début, hein, quand l'OMS avait parlé du Covid lent en tant que maladie en soi, on avait recensé quelque chose comme 50 symptômes. Aujourd'hui, on parle de quelque chose comme 200 symptômes. C'est pour dire un peu l'hétérogénéité, hein, j'ai envie de dire. Hein. C'est très éparse, hein, les symptômes du Covid long. Est-ce que le diagnostic est purement clinique ou est-ce qu'il y a aujourd'hui une prise de sang qui va nous permettre justement de reconnaître que cette personne a un Covid long? Est-ce qu'il y a des marqueurs ou est-ce qu'on est complètement démuni finalement? Alors justement, c'est la grosse difficulté. Actuellement, en tout cas, puisque les patients, je disais tout à l'heure, arrivaient avec des symptômes subjectifs et en les recevant en consultation, la plainte elle est réelle, la souffrance est réelle et l'examen clinique complet déjà ne retrouvait pas grand-chose et on poussait l'exploration assez loin. On faisait donc des tests biologiques, on explorait, on faisait parfois pour les céphalées tenaces ou les vertiges, une IRM cérébrale, pour les soufflements ou les douleurs thoraciques, on réalisait une TDM thoracique, on faisait des IRM cardiaques, des écho-cœurs qui ne retrouvaient rien du tout. Et c'était ça la grosse difficulté. Et aujourd'hui, il n'y a pas de marqueurs biologiques, mais il y a un papier très intéressant qui est paru récemment dans la revue Science et qui a mis en évidence une augmentation des protéines sériques chez les patients atteints de Covid long. Alors, c'est témoin d'une réaction inflammatoire, une réaction thrombotique, de lésions tissulaires. Ça, c'est une perspective. C'est peut-être une porte ouverte pour éventuellement des biomarqueurs à l'avenir qui pourraient nous permettre de poser le diagnostic. Mais je sais qu'actuellement, rien ne peut nous permettre, en tout cas, de confirmer le diagnostic. Oui. Alors, professeur Djabala, je disais à l'instant qu'on recense quelque chose comme 200 symptômes, hein, à peu près, quand on parle de Covid long. Est-ce qu'on peut rappeler quelles sont les plus grandes manifestations, justement, les plus importantes? On parle, comme je disais tout à l'heure, de grandes déficience. Hein. Aujourd'hui, on parle de la fatigue, on parle justement du tableau cardio-pulmonaire, on parle de la psychiatrie aussi, où il y a beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on peut rappeler les plus importants? Les plus importants qu'on voit tout le temps, c'est toujours au niveau du cerveau. Et je pense que la perte de mémoire est au numéro 1, parce qu'on la voit tout le temps et chez beaucoup de gens. La deuxième, c'est cette fatigue. C'est cette fatigue
Quand on parle de perte de mémoire, on parle littéralement de perte de mémoire, ou ce qu'on appelle aujourd'hui le brain fog, c'est ça? Exactement, c'est le brain fog, c'est des gens... C'est le brouillard mental en réalité, en quelque sorte. C'est un brouillard mental pendant quelques secondes ou quelques minutes, mais après la personne elle est complètement consciente, il parle des événements qu'ils ont fait il y a 2 heures que des événements qu'ils ont fait il y a 48 heures. Et est-ce que c'est un effet qui est en transition, parce que ça arrive et ça part, on n'a aucune idée. Le deuxième qui devient très important aux États-Unis, c'est cette fatigue. Parce que cette fatigue cause beaucoup de problèmes lorsque ces patients se présentent pour consultation. C'est une grande fatigue, hein, surtout. Ouais. Et parce que lorsqu'ils se présentent, les docteurs pensent que ces gens veulent prendre 2 ou 3 jours de repos. De maladie, oui. De maladie. Et le diagnostic est difficile à faire parce qu'il n'y a pas de changement. Même si ce personnage va dormir toute la nuit, il va se réveiller au même niveau qu'hier. Et le problème ici, avec cette fatigue, ça touche tout ce qui est musculaire. Et donc, tout ce qui est musculaire est contrôlé par le métabolisme. Et donc, ce genre de virus du corona a une méthode de faire des nutriments dans nos cellules. Donc, ils ont une méthodologie de voir s'ils vont infecter cette cellule ou non. Ils sont assez intelligents qu'ils ne vont jamais infecter une cellule qui n'est pas en division ou une cellule qui est en sénescence, donc qui est en train de dormir. Ce virus a déjà utilisé tout ce qui est relié à l'insuline. Donc l'insuline contrôle tout ce qu'on fait de mouvements musculaires et aussi donc l'insuline, c'est l'utilisation des sources d'énergie pour générer l'énergie pour que la personne puisse marcher, monter. Ce qui est un peu terrible, hein, si vous permettez, professeur, ce qui est un peu terrible justement sur cette fatigue, hein, grande fatigue, hein, parce que certains vous diront que j'étais assommée du jour au lendemain, j'arrivais pas à marcher, j'arrivais pas à faire mes tâches ménagères comme d'habitude. Alors sur cette fatigue aujourd'hui, ce qui est aussi alarmant, c'est qu'on dit finalement qu'on revient jamais au niveau 0 du symptôme. Est-ce que c'est vrai? C'est-à-dire on n'en guérit pas. Même si on se remet petit à petit, on récupère un peu, mais on reste toujours fatigué. C'est parce que, comme j'ai dit il y a quelques minutes, on est devenu le réservoir du virus. D'accord. Donc tant qu'on n'a pas un moyen de stériliser le corps du virus, tout ce qu'on est en train de discuter, c'est tout un cycle de répétition. Mon autre point, revenant un tout petit peu, si vous permettez, sur ce que ma confrère a dit, qui est très très important. On pense, pour le long Covid, qu'on a une prédisposition génétique. Ça, c'est dans les profils à risque. On les a cernés aujourd'hui ou pas, finalement? Pas encore, parce qu'on ne trouve pas de signature. Mais ce qu'on trouve, c'est que ce n'est pas toute la population qui a le long Covid. Oui, c'est sûr, on n'est pas tous égaux finalement. Ouais. Et lorsqu'on voit un noyau où il y a des long Covid, c'est toujours aux alentours d'une famille ou aux alentours d'une génétique bien définie. Par exemple, aux États-Unis, chez les Indiens américains. Et ça reste, je pense, une étape très importante de trouver une signature. Donc une fois qu'on a une signature génétique, ça va faire le travail du médecin beaucoup plus facile pour la stratification des patients. Parce que dans ce moment, tous les patients sont dans le même cluster. Pour les profils, pour revenir un peu sur les profils, professeur Bouchaïb aussi, ce ne sont pas forcément ceux qui ont fait un Covid très grave, hein, ou ceux qui sont passés par la réanimation qui vont faire un Covid long, hein, on est d'accord? Alors pas du tout, il y a des facteurs de risque qui ont été identifiés, c'est les plus fréquemment notés. On parle plutôt de Covid intermédiaire, c'est ça? Oui, il y a eu je vais citer juste les critères, voilà, il y a le sexe féminin,
féminin. Il se trouve aujourd'hui que la femme est 2 fois plus touchée que l'homme, alors que pour la Covid-19, pour l'infection, c'était l'inverse. Et c'est plutôt la femme active, d'âge moyen, 45-64 ans. Bon, pour la femme, la vulnérabilité serait expliquée par des facteurs immunitaires et hormonaux. Sinon, après, il y a les comorbidités dont on parlait tout à l'heure. Les enfants ne sont pas épargnés, hein, ça c'est pas du tout, mais aussi, bon, hein. c'est plutôt rare. On a vu rarement des enfants se plaindre d'asthénie. C'est pas tellement décrit, c'est surtout l'adulte. Donc il y a les comorbidités surtout, l'obésité, le diabète, les maladies chroniques du rein, le tabagisme, l'asthme. Il y a aussi les sujets dépressifs, anxieux. Alors il se trouve que les sujets anxieux sont plus susceptibles de faire ce Covid long. Il y a aussi justement les personnes qui ont été hospitalisées, donc les personnes qui ont fait probablement un Covid sévère. Et il y a aussi les patients qui ont fait beaucoup de symptômes et des symptômes plus intenses. Mais ceci dit, il semblerait qu'il y ait des patients qui ont fait des formes totalement asymptomatiques et qui ont quand même présenté un Covid long. Cela, c'est très difficile à repérer. Hein. Déjà qu'il est très difficile de repérer les formes connues, ça c'est encore plus compliqué. Oui. Alors, professeur Djaballah, il y a aussi, alors vous avez parlé des maladies métaboliques aussi, hein, on voit beaucoup de gens en consultation, je pense que vous pouvez le confirmer aussi, beaucoup de gens en consultation qui ont développé des diabètes, qui ont développé de l'hypertension, ça aussi c'est fréquent. Hein, c'est fréquent avec une corrélation avec les infections Covid. Il y a aussi un autre point, hein, vous vouliez en parler justement, c'est les cancers. Ça, c'est nouveau, c'est une étude nouvelle. J'ai trouvé que, alors c'est une étude qui a été réalisée auprès de 40 000 malades, des personnes qui ont subi des complications graves, donc après avoir été victimes du Covid, présentaient un risque augmenté de cancer de 30% à peu près, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. C'est beaucoup plus dû à une instabilité génétique. Donc, et surtout qu'on trouve beaucoup chez les cancers liquides, donc les cancers du sang. Pour les cancers solides, on en voit de peu en peu, et ça peut s'expliquer par une fois qu'on est infecté, il y a tous les cytokines, l'inflammation et tout cela, donc ça peut activer le système immunitaire pour réduire toutes ces cellules avec une instabilité génétique par rapport au cancer du sang. Et aussi, il y a aussi l'aspect de vaccination. Donc on est dans un mélange entre les deux. C'est-à-dire il y a des gens qui vous diront que j'ai développé un Covid long après être vacciné, c'est ça? Oui, parce que le vaccin ne stérilise pas. Et je pense les gens... Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que les gens qui disent j'ai chopé le Quand vous dites qu'on ne stérilise pas, vous voulez dire qu'on ne développe pas une immunité, c'est ça? On a une immunité cellulaire, mais on n'a aucune immunité muconasale. Et donc, le virus, il vit ici. D'accord. Et donc, si on n'a pas ça, donc même si on est vacciné, on va choper le virus, on va donner le virus à d'autres personnes. D'accord. Mon point, c'est beaucoup plus sur... il faut faire attention lorsque les gens disent que j'ai eu le Covid 2, 3 fois ou 4 fois. Et si ces gens se basent sur les tests rapides, moi, je ne pense pas. Parce que s'il n'y a pas de contenu génétique viral, c'est difficile à faire. Donc c'est votre point des cas suspectés et des cas confirmés. Parce que ça devient très important. Parce que moi, je trouve très intéressant que l'humain devient le réservoir. Donc le corps, il est plein de virus. Et je vais attendre que quelqu'un va m'infecter. Ça n'a absolument aucun sens. Et donc ça dépend. Donc pour tout ce qui est métabolique, c'est aussi métabolique pour le virus, parce qu'il a besoin de tous ces nutriments pour se répliquer dans le corps. Oui. Professeur Nedjari, une étude sur 1000 malades relève que 77% disent que l'impact des symptômes sur leur vie a été insoutenable, sur leur vie sociale et professionnelle, celui du Covid long. Et qu'à peu près 50% estimaient ne plus être en mesure d'effectuer certaines activités comme la conduite automobile ou les tâches ménagères. Vous en voyez beaucoup de ce genre de personnes? Beaucoup, non, mais on en a vu. On a vu des gens souffrant de cela. La situation est devenue handicapante pour eux, surtout pour des personnes, comme disait la consoeur, des gens actifs. Et j'ai en souvenir une consoeur médecin qui n'arrivait plus à gérer son métier, gérer sa famille, et qui a fait des troubles de la cognition, notamment
ces troubles de l'attention et de la concentration, voire même des troubles de la mémoire. Et le jour où elle est venue nous voir, c'est le jour où elle conduisait et tout d'un coup, elle ne savait plus où elle devait aller, et qu'elle ne connaissait plus la route. Elle était obligée de garer sa voiture et d'appeler son mari pour venir à la rescousse. Et ça a développé chez elle toute une cascade de réactions anxieuses. Ça y est, je ne peux plus m'occuper de mes enfants, je vais perdre mon travail. Je suis devenue une handicapée. C'est ça. Il y a eu aussi des gens qui c'est toujours mal vécu par les personnes actives. Oui, parce qu'une personne qui ne bougeait pas vraiment, elle ne peut pas voir la différence. Voilà, qui voit tout de suite cette cassure dans sa vie, un avant et un après, et qui devient, au lieu d'être quelqu'un de productif, il va devenir une charge pour sa famille, et l'impact psychologique est extrêmement violent et difficile à gérer. Oui, voilà. Absolument. Est-ce qu'on peut rappeler aussi les autres problèmes qu'on peut voir en psychiatrie? Alors on en a parlé tout à l'heure de dépression. Oui, il y en a essentiellement de la dépression, donc je pense au premier rang, les troubles anxieux, le fameux psychotrauma, une catégorie un peu particulière, les gens qui ont très mal vécu le Covid, parce qu'ils ont perdu des êtres chers, parce qu'ils ont failli mourir, développent après une espèce de traumatisme psychique où ils vont revivre des scènes extrêmement horribles pendant leur sommeil, du moment où ils étaient à l'hôpital, du moment de décès d'un être cher et tout. Mais c'est assez fréquent. Et enfin, ces troubles de la cognition. Et à leur tête, ces troubles de l'attention, de la concentration, troubles de la mémoire. Quand je dis troubles de la cognition, il faut avoir à l'esprit la problématique de la démence. Oui. Voilà. Et on a vu. On avait parlé à un moment donné justement d'Alzheimer, et on avait parlé aussi de Parkinson. Est-ce que c'est corrélé aussi? Alors, Parkinson, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut demander à nos amis neurologues, mais pour l'Alzheimer, puisque à l'hôpital où nous travaillons, nous avons une consultation mémoire et de psychogériatrie. Là, par contre, on a vu des personnes commencer leur démence dans les suites du Covid et ne plus en sortir. C'est des véritables maladies d'Alzheimer qui ont commencé dans les suites du Covid et qui sont toujours Alzheimer en suivi. Donc ça aussi, c'est une éventualité en termes de Covid long qui prend de plus en plus de place. Oui. Est-ce qu'il s'agit d'éventualité, comme dit le professeur Djari, ou est-ce qu'aujourd'hui c'est conforté ou réconforté par des études qui ont été établies? Est-ce que réellement le virus finalement s'attaque à notre système nerveux central, à notre cerveau? Parce que ça aussi c'est dangereux. Oui, c'est une réalité malheureusement, et c'est confirmé beaucoup plus durant les étapes autopsie post-mort des patients. Ouais. Et donc, lorsque je parlais des sites immunoprivilégiés, donc pour ce virus, c'est la peau et le cerveau. Et donc, l'entrée au cerveau reste toujours intrigante. Comment le virus peut entrer et peut rester pour une longue période dans le cerveau. Donc la conséquence de ça, c'est toute la symptomatique qui a été décrite par mon confrère. Alors est-ce qu'aujourd'hui, c'est établi, parce qu'on dit que finalement le mécanisme d'action du virus serait soit justement qu'on garde, dans le Covid long particulièrement, soit qu'on garde un peu de virus dans le corps, c'est-à-dire qui se cache quelque part. Parce que quand on fait un test, par exemple PCR, on n'est pas forcément positif, ça on est d'accord. En phase de Covid long, ou ce processus justement d'inflammation qui s'apparente un peu à une maladie auto-immune, parce qu'on a comparé justement aux maladies auto-immunes comme le lupus ou autre. Absolument. Il y a aujourd'hui plusieurs hypothèses. C'est vrai que celle qui revient le plus souvent, ce sont ces perturbations du système immunitaire qui vont entraîner au bout d'un moment une réaction inflammatoire chronique délétère pour les différents tissus, y compris le cerveau. Et il y a aussi cette histoire d'auto-immunité qui est possible, c'est quand les anticorps vont s'attaquer à l'organisme, au corps, absolument. Et il y a aussi cette histoire de virus, donc le SRAS-CoV-2 qui va rester quiescent dans certaines cellules, dans le tissu intestinal, dans le tissu cardiaque, dans le tissu cérébral, notamment dans la zone qui commande. Et il va les détruire, c'est ça en gros? Alors oui, au bout d'un moment, oui, c'est d'abord des lésions inflammatoires qui vont être délétères, qui vont au bout d'un moment entraîner des lésions tissulaires avec donc des manifestations cliniques. Il y a aussi les perturbations du microbiote intestinal qui ont été également... on n'en a pas parlé, c'est vrai, c'est très important. Qui a été des troubles digestifs. Oui, des troubles digestifs, absolument. Donc pour le moment, c'est un peu imbriqué. Il n'y a pas encore une explication
confirmer une explication, en tout cas certaine, des événements et des mécanismes physiopathologiques. Oui. Professeur Djabala, il est important finalement de diagnostiquer précocement un Covid long. Il est très important de dire aux gens qu'il faut consulter. Si vous avez aujourd'hui, on est là justement pour parler un peu de ces symptômes que les gens peut-être ne voient pas, ne réalisent pas, comme les fameux troubles cognitifs. On a tendance à dire j'oublie, mais on ne sait pas pourquoi. La fatigue, oui, je suis fatiguée, mais bon, c'est peut-être un peu normal. Pour dire aux gens justement qu'il faut consulter. Il faut consulter, oui. Si je peux me permettre de revenir sur le dépistage. Absolument, oui. Donc il faut qu'on soit conscient qu'on a fait un dépistage qui était primitif rien que durant la pandémie, pour faire une séparation infecté, non infecté. À ce stade-là, le dépistage à base de PCR, quand on prend l'échantillon du nez, ça n'a aucune valeur. Parce que le virus est dans d'autres corps. Et du coup, que ce virus... Vous parlez du Covid long, hein? Oui, du Covid long. Donc, peut-être que vous allez trouver plus de la majorité de ces patients que le dépistage va être négatif. Mais ce qu'on a oublié à faire, et je pense que ça c'était une faute durant le départ de la gestion de la pandémie, c'est d'avoir un dépistage primaire et un dépistage secondaire sophistiqué. Du coup, que ce virus ne présente pas avec une virémie, une prise de sang ne va pas nous aider. On ne peut pas faire de biopsie. On peut les faire dans les cas les plus urgents. Donc ça revient à un problème un peu important de faire la corrélation de la présence du virus durant la période du Covid long. Pour les gens qui se sentent qui se présentent avec des choses qu'ils n'ont pas eues avant, de se présenter chez un médecin, c'est très important, mais aussi c'est très important de l'autre côté d'avoir une feuille de route spécialement pour ces malades. Comme vous disiez tout à l'heure, ça sera très difficile de... C'est comme le patient qui va se présenter, c'est un bébé de 2 ans qui a de la douleur. Allez-y, diagnostiquer. Et ça va aller pour quelques minutes. Après, le côté médical va dire il y a cette personne a un autre problème qu'on ne peut pas vraiment... Ce qui est regrettable aujourd'hui, c'est que quand même la prise en charge, disons-le, d'un Covid long nécessite quand même plusieurs versants. On le voit parce que c'est quand même très hétérogène, ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut une prise en charge physique, une prise en charge psychiatrique, une prise en charge physique également, puisqu'il faut beaucoup de rééducation. Dans le cas, par exemple, des gens qui se retrouvent avec cette grande fatigue dont nous en parlions tout à l'heure, finalement, on n'est pas parvenu à mettre en place justement un circuit ou une consultation Covid long. C'est ça qui est triste. Oui, et puis surtout, les messages... Je dirais que la prise en charge, vous avez raison, vous touchez un point très important à propos de la prise en charge qui devrait être multidisciplinaire. C'est ça. Alors, tous les personnels de santé sont invités à prendre en charge ces cas. Le personnel médical, paramédical, les kinésithérapeutes, les psychologues et toute spécialité devraient être concernés par cette maladie nouvelle. Et on devrait travailler dans ce sens. Et je parlerai surtout des médecins généralistes parce que c'est ceux-là qui vont recevoir les patients les premiers. Ils jouent un rôle essentiel, capital. C'est la pierre angulaire de la prise en charge. C'est ceux-là qui vont jouer un rôle, à mon sens, capital. Dans l'orientation des malades, parce que parfois le malade lui-même il ignore que c'est un Covid long, souvent d'ailleurs. Oui, absolument. C'est le médecin qui doit lui expliquer ce qu'il a, parce que c'est difficile de rester dans des examens et des explorations négatives. Au bout d'un moment, il faut annoncer le diagnostic et orienter le patient vers la spécialité qu'il faut. Oui, absolument. Alors, psychiatrie, par exemple, alors vous voyez beaucoup ce fameux brouillard mental, ou par exemple les dépressions aussi, bon, ça reste un peu classique, peut-être la dépression dans la prise en charge, vous en voyez tout le temps. C'est la même prise en charge finalement? Oui, grosso modo, c'est exactement la même prise en charge que de cet état dépressif, qu'il soit d'origine, que ce soit dans le suite d'un Covid ou autre chose. Juste faire le lien avec Covid. Absolument. Ça va peut-être permettre aussi d'orienter ce patient vers d'autres confrères pour voir est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres atteintes, d'autres organes dus aussi à la même problématique. Oui.
Est-ce qu'on en guérit finalement quand c'est une dépression par exemple ou un trouble psychiatrique qui est dû à un Covid long et la personne n'a aucun antécédent? Est-ce qu'on en guérit finalement? Alors oui, on peut en guérir et faire un seul épisode et s'en sortir, mais on a eu des situations de personnes qui ont, si vous voulez, un peu démarré entre guillemets une pathologie chronique qui passe par des moments où ça va mal et des périodes de rémission. Des troubles bipolaires ont commencé comme ça. On a découvert carrément des états schizophréniques qui ont commencé et on considère, parce que tout à l'heure notre ami parlait de cette espèce de problématique génétique qui au fait traduit une vulnérabilité. Donc quand il y a ce terrain de vulnérabilité, vous êtes ouverte sur un tas de comment vont s'exprimer vos gènes et vous pouvez faire une schizophrénie qui était en attente d'une situation de stress. Et voilà que le Covid arrive, c'est l'une des situations de stress par excellence, et il démarre une pathologie chronique. Ça peut être un diabète, comme ça peut être une schizophrénie ou un trouble bipolaire. D'ailleurs, puisque vous parlez de stress, qui va s'inscrire dans le temps. D'ailleurs, puisque vous parlez de stress, il faut dire que beaucoup de ces symptômes qu'on vient de citer, par exemple le brouillard mental, les troubles digestifs, le diabète, toutes ces maladies peuvent être dues à un stress qui dure, n'est-ce pas? Alors, on sait que le stress joue un rôle important dans le déclenchement d'un tas de pathologies par son action sur l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et autres réactions, l'inflammation dont on parlait tout à l'heure, et il y a une contingence de pas mal de facteurs qui font qu'on peut développer ou un diabète ou une hypertension ou autre chose, une maladie de système et aussi tout un cortège de pathologies psychiatriques. Oui. Alors en quoi consiste finalement la prise en charge d'un Covid long? Alors vous allez me dire qu'on a dit que c'était pluridisciplinaire. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive finalement quand même à aider ces malades, parce que quand même, pour la fatigue, on avait dit tout à l'heure que c'était compliqué. Pour les autres symptômes, est-ce qu'on en guérit finalement? Alors, je ne sais pas si on doit parler de guérison ou de disparition des symptômes, parce qu'on est guéri de l'infection. On est guéri. Il s'agit d'un état post-infectieux. Est-ce qu'on va se débarrasser de ces symptômes? Oui, absolument. Autrement dit, c'est la thématique de l'émission d'ailleurs. Est-ce qu'on peut se débarrasser du Covid long? Absolument, c'est plutôt cela. Alors, on peut se débarrasser. La prise en charge va certainement améliorer la qualité de vie des patients et elle va passer forcément par un traitement qui n'est pas du tout curatif. Pas de traitement curatif, il y a un traitement symptomatique. Donc, on va aller soulager le malade, soulager la douleur, soulager l'inflammation. Il y a aussi la kinésithérapie qui était au centre de la thérapeutique, parce qu'il va falloir réadapter le patient à l'effort, malgré la fatigue, à reprendre son odorat, à reprendre ses facultés mentales, physiques, etc. Il y a aussi l'approche psychologique, le soutien psychologique, c'est aussi important. Et puis, je dirais surtout, le patient le patient lui-même va jouer un rôle très important dans l'amélioration de sa qualité de vie. Il suffira de lui prodiguer des conseils, de ne pas lui dire « reposez-vous ». C'est une chose qu'on a tendance à dire « vous êtes fatigué, eh bien reposez-vous ». Non, c'est surtout pas cela qu'il faut dire, bien au contraire. Il faut bouger. Continuer à exercer vos activités quotidiennes, professionnelles, lire, faites-le, mais en étant conscient de vos capacités, de vos limites, et on vous aidera à les respecter. C'est comme ça. Alors on est presque à la fin de cette émission. Professeur Djaballah, qu'est-ce qu'on craint finalement dans l'absolu? Qu'est-ce qu'on craint dans le Covid long? Je pense qu'on craint qu'on a créé avec ces 200 symptômes une nouvelle maladie qui va être l'équivalent d'une nouvelle forme de cancer. Et ça va être, je suis d'accord à 100%, on ne va pas s'en sortir avec une guérison. Ça va être une manière de gérer ça et de réduire les symptômes, en espérant qu'il y aura quelque chose dans le corps qu'on voit de temps en temps chez les cancéreux, du jour au lendemain, ils sont guéris sans aucune intervention. Et ça a été toujours lié probablement à une réactivation du système immunitaire pour combattre. Et je pense, chez ces gens-là, on a parlé des maladies auto-immunes, et si c'est le cas, ça va être un peu difficile. Et des fois, lorsqu'on pousse le système immunitaire à fond, ce système immunitaire va se débrancher. Et on ne sait pas comment le rebrancher pour le long-Covid. Donc on commence à apprendre chez dans l'oncologie comment réactiver ça.
Mon dernier point, peut-être qu'on a oublié d'en parler, surtout du point de vue de psychiatrie, c'est les conséquences du confinement. Oui. Il ne faut pas oublier ça, parce que ils ont eu un effet très très important dans beaucoup de sociétés. Et je pense que beaucoup de choses qu'on en parlait aujourd'hui, ils sont peut-être un triangle. Donc le confinement a joué un rôle aussi dans tout cela. Et ça peut se régler avec le temps. Oui, merci beaucoup. Voilà, je voulais vous poser une question sur le risque de nouvelles épidémies, mais je pense qu'on n'a plus le temps. Est-ce que l'humanité, très brièvement, est-ce que l'humanité devrait s'attendre à de nouvelles épidémies ou pas? Absolument. D'accord. Merci beaucoup, messieurs et madame, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. J'espère qu'on a pu répondre, en tout cas, à une partie des questions que vous vous posez à ce sujet. Je vous revois samedi prochain. D'ici là, faites attention à votre santé. Au revoir.